Pour commencer, je voudrais vous donner quelques chiffres sur la situation linguistique de notre monde. Vous savez sans doute que l'on parle actuellement à la surface du globe environ 7000 langues. 7000 langues, c'est le chiffre que donne le site d'Ethnologue. Vous connaissez peut-être ce site, mais enfin, il suffit de taper Ethnologue sur Google et vous y arriverez. Mais il faut immédiatement ajouter quelques précisions. D'une part, sur ces 7000 langues, vous pouvez le lire derrière moi, 386 ont plus d'1 million d'habitants. 614 langues ont moins d'1 million de locuteurs. J'ai dit habitants, c'est locuteurs. 5% des langues du monde sont la langue maternelle de 95% de la population du monde. Pesez ces deux chiffres, je vais y revenir. Et bien sûr, à l'inverse, 95% des langues du monde sont la langue maternelle de 5% des langues. Je peux vous présenter cette situation et ces données d'une autre façon. Vous avez ici ce qu'on appelle un histogramme, enfin deux séries d'histogrammes. Là, il s'agit de langues et là, il s'agit de locuteurs. C'est-à-dire que là, vous avez le pourcentage de langues qui correspondent à ce pourcentage de locuteurs. Si j'additionne les trois premiers histogrammes ici, j'ai 5% des langues du monde qui sont parlées par 95% de la population du monde. Et donc tout ce groupe-là, 95% des langues du monde, sont parlées par cette petite proportion d'habitants du monde. Je parle, évidemment, je fais référence aux langues premières, ou langues maternelles, si vous voulez. On peut représenter ça d'une autre façon en se demandant comment ces 7000 langues que j'ai signalées se répartissent à la surface du globe. Alors là, vous avez ce qu'on appelle un camembert en français, paille en anglais. Camembert, paille, ça vous montre que la gastronomie et la statistique ont quelques liens. Vous voyez qu'on parle en Europe 3% des langues du monde. En langue maternelle, en langue endogène, si vous voulez. Bon. Qu'on en parle 30% en Afrique, 33% en Asie. C'est-à-dire que vous avez une répartition très inégale des langues, des 7000 langues de ce monde, selon les continents. Et si je voulais présenter cette répartition des langues par continent sur un planisphère, sur une carte du monde, en donnant à chacun des continents une superficie relative au nombre de langues qu'on y parle, ça me donnerait ceci. Vous voyez qu'il y a une ridicule petite Europe, une Papouasie-Nouvelle-Guinée surdimensionnée, que l'Amérique n'existe que par l'Amérique centrale et par le Brésil. Vous voyez, bon, ça donne une drôle d'image, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des continents extrêmement pauvres en langue et d'autres qui sont riches en langue, essentiellement l'Asie et l'Afrique. On pourrait réfléchir, je n'ai pas le temps ici, mais sur le pourquoi de cela. Il n'y a pas de raison que l'Europe soit de toute éternité ou génétiquement destinée à avoir peu de langues. Il faut lire là-dedans le résultat de l'histoire d'un continent qui a des États-nations extrêmement anciens et avec des politiques linguistiques centralisatrices ou assimilationnistes. Cette sorte de rouleau compresseur qui est passé et qui a éradiqué beaucoup de langues qu'on parlait en Europe. Je continue pas longtemps dans les chiffres. Ce que vous lisez ici, c'est d'une part les continents avec le nombre d'habitants, le pourcentage d'habitants, le nombre de langues et le pourcentage de langues. Ceci juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de rapport entre le pourcentage de la population et le pourcentage de langues. Ça n'est pas parce qu'un continent est très peuplé qu'on y parle beaucoup de langues. Vous le voyez pour l'Europe, par exemple. Et mon dernier tableau de chiffres, c'est pour vous montrer la différence entre deux notions très différentes et qui sont importantes pour nous. La moyenne, c'est l'avant-dernière colonne, et la médiane. Je m'explique. Pour savoir quelle est la moyenne de locuteurs des langues du monde, il suffit d'additionner le nombre d'habitants du monde et de diviser par le nombre de langues. Ça me donne un chiffre qui s'affiche, 848 000, je crois. C'est-à-dire que les langues ont en moyenne, les 7000 langues du monde, ont en moyenne 848 000 locuteurs.
Mais les moyennes ne sont que des moyennes, elles ne nous disent rien, parce qu'il est évident que le chinois, par exemple, avec presque 1 milliard de locuteurs, que l'hindi, que le portugais ou l'espagnol, font monter la moyenne. Ce qui est intéressant, c'est la médiane. Et qu'on me pardonne, mais c'est pas très compliqué, hein. La médiane, c'est le chiffre en dessus et en dessous duquel j'ai la moitié de la population. La médiane, elle s'affiche, elle est de un peu plus de 6000. Cela veut dire que la moitié des langues du monde a plus de 6000 locuteurs et que donc, corrélativement, l'autre moitié des langues du monde a moins de 6000 locuteurs. Moins de 6000 locuteurs, c'est-à-dire que ce sont des langues qui sont menacées à très court terme de disparition. Donc voilà le tableau que je voulais vous dresser très vite pour commencer, pour savoir de quoi nous parlons. Et maintenant, je vais rentrer dans ma conférence. 7000 langues, ça fait beaucoup. Ça fait un peu désordre. Et j'avais eu l'idée, il y a quelques années, de tenter de mettre un peu d'ordre dans ce désordre, ce pourquoi j'avais, en m'inspirant des travaux d'un sociologue néerlandais qui s'appelle Abraham de Swan, hein, j'avais proposé ce que j'avais appelé le modèle gravitationnel, en partant de l'idée que les langues sont reliées entre elles par des bilingues. C'est que dans cette salle, il y a beaucoup de liens, vous voyez, entre des langues, qu'un bilingue est toujours... Et que donc on peut arriver, en étudiant les systèmes de bilinguisme, on peut arriver à une organisation que je vais vous présenter tout de suite, dont le ciment est justement les systèmes de bilinguisme. Cette organisation, je l'ai appelée gravitationnelle parce que vous allez voir que les langues, comme des astres, si vous voulez, gravitent les unes autour des autres, mais que d'abord, vous avez un pivot central qui est ce que j'ai appelé ici la langue hypercentrale et qui est bien entendu, aujourd'hui, c'est un fait historique, demain, je ne sais pas, qui est aujourd'hui l'anglais. À propos de bilinguisme, vous connaissez la blague stupide, c'est pas à vous que je vais demander comment on appelle quelqu'un qui parle 3 langues, mais je vous le demande quand même. Comment appelez-vous quelqu'un qui parle 3 langues? Trilingue, très bien. Vous avez gagné, vous demandez à Bettina le prix qu'elle va vous remettre dans 5 minutes. Quelqu'un qui parle 2 langues, un bilingue, vous avez gagné aussi, mais c'est Meilleux qui va vous donner le prix. Et enfin, quelqu'un qui ne parle qu'une langue? Oui, un américain. Ouais. On pourrait dire un français, remarquez, hein, on pourrait dire un français. C'est-à-dire que les locuteurs de cette langue hypercentrale ont une tendance au monolinguisme. Et autour de cette langue hypercentrale gravitent une dizaine de langues que j'ai appelées supercentrales, dont les locuteurs, lorsqu'ils apprennent une autre langue, apprennent soit la langue immédiatement supérieure, l'anglais, soit une des langues de même niveau, allemand, espagnol, hindi, malais, arabe, etc. À leur tour, ces langues supercentrales sont le pivot de gravitation de langues centrales qui, à leur tour, sont le pivot de gravitation de plus de 6000 langues périphériques. Vous voyez qu'il m'est difficile de présenter ce modèle parce qu'il me faut 3 dimensions. Mais j'ai quand même essayé, en le résumant vers le français, de faire ceci. Vous avez au centre, en bleu, la langue hypercentrale, l'anglais. J'ai mis autour quelques langues supercentrales, le chinois, l'espagnol, l'hindi, le français, le malais, je crois, oui. Et puis, autour du français, j'ai mis donc ces langues centrales qui gravitent autour du français. J'ai mis d'abord essentiellement des langues hexagonales, comme le breton, l'occitan, le basque, hein, ou l'alsacien. J'en ai pris une seule, le bambara, qui est la langue dominante au Mali, et qui, lui, à son tour, le bambara, est pivot de gravitation de langues locales africaines. J'en ai mis 3 ou 4, le dogon, le peul, le tamashok, etc. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Ce modèle qui, au fond, présentait, je dis présenté parce qu'on va voir autre chose juste après, hein, mais présentait le versant linguistique de la mondialisation, ce modèle a aussi une fonction prédictive. Je vois des gens qui prennent des photos du PowerPoint. C'est pas la peine, je l'ai laissé déjà à votre organisation et vous pourrez la voir. Ça sera mieux que les photos que vous faites. Quand je disais que ça pouvait avoir une fonction prédictive, c'est que si je rencontre, par exemple en Algérie,
un bilingue arabe-berbère, il a 98 chances sur 100 d'être de première langue berbère, sa langue gravitant autour de l'arabe. Si je rencontre en France un bilingue français-breton, il y a toutes les chances pour que sa première langue soit le breton, etc., etc. Quichua espagnol au Pérou, en Équateur, c'est pareil. Un bilingue quichua castellano a évidemment le quichua pour langue maternelle, le castellano comme langue seconde. Vous voyez donc l'intérêt de ce modèle qui, je le répète, est un peu obsolète parce que nous nous sommes mis ensuite à travailler. Alors je dis nous, j'aurais tendance à dire je ou nous, je ne travaille pas seul. Hein, donc je vais vous présenter un travail qu'on a fait à deux sur le poids des langues. J'ai mis le poids entre guillemets, c'est-à-dire la question que je me pose, c'est comment est-ce que l'on peut mesurer l'importance d'une langue. Et pour commencer, je vais vous ramener un peu en arrière dans l'histoire de la littérature française, vous ramener en 1532, lorsque dans son livre Gargantua, Rabelais faisait écrire par Gargantua une lettre à son fils Pantagruel. Pantagruel était parti étudier à Paris, et dans la lettre que j'ai laissée en français d'époque, là voilà, Gargantua disait « Voilà mon fils, ce que je veux que tu apprennes comme langue ». Je vais revenir à l'analyse et aux commentaires de ce texte parce que je voudrais d'abord en profiter pour vous ramener un peu aux origines, ou à une des origines de votre métier. Je veux dire que lorsque Rabelais écrit ceci, ou plutôt faisait écrire par Gargantua ceci, il se situait, la date n'est pas innocente, innocente 1532, il se situait dans un processus qui concerne votre métier. C'est en 1530, donc très peu de temps avant, que François Ier crée l'institution, si vous voulez, du Collège royal, qui est l'ancêtre du Collège de France. Et dans ce Collège royal, l'idée était d'y faire enseigner des matières qui n'étaient pas enseignées à l'université. Et les professeurs s'appelaient en fait des lecteurs royaux, et les deux premiers, pour ce qui concerne les langues, c'était un professeur de grec et un professeur d'hébreu. Et puis très vite, on va en nommer d'autres, quelques 6 ans après, il va y avoir un nouveau lecteur royal, il s'appelle Guillaume Postel. C'est Budet, c'est Guillaume Budet qui avait donné à François Ier l'idée de créer ce collège. Budet était le conseiller de François Ier. Et donc Postel devient lecteur royal pour les langues orientales, sauf l'hébreu, parce qu'il y avait déjà l'hébreu. Et donc il était professeur essentiellement d'arabe, de turc et de farsi, enfin de persan, persan, turc et arabe. Et plus tard, ces gens-là vont devenir les interprètes du roi. Par exemple, il y a un certain Jean-Baptiste Duval qui sera interprète pour les langues orientales. Il fallait être gonflé parce qu'on y a ajouté un Doustani ensuite. Pour le roi qui suit, c'est Louis XIII, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'émergence de cet enseignement des langues et que de la création d'interprètes royaux s'inscrit dans le cadre d'une politique internationale méditerranéenne. Il faut comprendre que François Ier signe en 1536 une convention, une alliance avec le sultan Soliman le Magnifique, que la France ne participera pas à la bataille de Lépante contre la Porte, l'Empire ottoman, si vous voulez. Tout ça, c'est pour embêter Charles Quint. François Ier joue la Porte, l'Empire ottoman, contre Charles Quint, et que donc, il y a là une alliance qui se met en place, et une alliance, je le répète, qui n'est pas sans lien avec votre situation aujourd'hui. Parce que le traité qu'on signe, qui s'appelle le traité des capitulations, mais les capitulations, c'est pas ce que vous pouvez croire, ce sont des traités qui précisent le statut des étrangers dans les ports qui dépendent de l'influence ottomane, leurs droits religieux, le fait que les consuls de France peuvent s'occuper des affaires juridiques de ces étrangers. Ils ne sont pas jugés par les tribunaux locaux, ils sont jugés par le consul de France.
Et puis, ils ont des droits de déplacement et de commerce. C'est-à-dire quelles sont ces capitulations? Elles sont directement liées à ce qu'on va appeler au siècle suivant les échelles du Levant. Et là aussi, excusez-moi, ça fait un peu pédant, mais je vais être obligé de faire un petit peu d'étymologie, parce que quand on entend les échelles du Levant, on pense à les échelles pour grimper. D'ailleurs, on n'est pas loin du sens. Les échelles du Levant, vous avez aujourd'hui encore en turc un mot iskele qui veut dire le port, hein, l'embarcadère. Mais ça vient du latin scala qui est passé l'italien, scala français échelle. Ça désignait effectivement ce que l'on utilisait pour descendre d'un bateau pour aller sur le port. Et puis il y a une expression italienne, fare scala, faire échelle mot à mot, mais qui a donné en français faire escale. Et donc, les échelles du Levant, c'était les escales dans lesquelles les bateaux français avaient le droit de s'arrêter. Tout ceci pour vous dire qu'on pouvait y aller, on pouvait faire du commerce, et qu'il y avait bien entendu un problème central, comment communiquer avec l'autre, et ici, comment faire du commerce avec l'Empire ottoman. Et vous voyez arriver les interprètes. Les interprètes, c'est-à-dire deux personnages qui vous sont proches, mais qui ne s'appellent pas comme vous. Alors, je ne sais pas comment font les gens qui me traduisent en anglais, mais enfin, Truchement et Drogman, hein, vous vous débrouillez, mais ils avaient le texte avant. Les francophones ont reconnu, bien sûr, truchement, mais avec un autre sens. Truchement est une forme qui a été refaite au XVe siècle, à partir de formes que j'ai affichées ici, qui viennent de la première drugement, hein, au XIIe, qui désignait l'interprète. Mais l'interprète, pas tellement au sens qui est le nôtre aujourd'hui, mais au sens de drogman, justement, c'est-à-dire de l'arabe. Il y avait à la fois en araméen, en hébreu et en arabe, un verbe qui désignait une action et un nom qui désignait l'acteur, de celui qui à la fois traduisait et expliquait les textes saints. C'est-à-dire que l'interprétation, on le dit encore aujourd'hui, hein, l'interprétation d'un texte un peu compliqué ou d'un texte sacré. Et le drogman était donc le spécialiste de la traduction des langues orientales vers le français. Le drogman, je l'ai mis en arabe, je ne sais pas s'il y a les interprètes de l'arabe dans cette salle. Oui, il y en a. Il y a un mot de juif maghrébin, un nom propre de juif maghrébin qui est très fréquent, c'est torjman. Hein, je vois qu'il y a un connaisseur, oui. Ça, c'est du côté turc plutôt. Hein. Donc, en Turquie, torjman dans le Maghreb, et ça désigne des gens dont les ancêtres étaient traducteurs. Hein. Le verbe arabe, c'est tarjama, jama, et l'acteur, c'est le tarjuman. Et c'est de là donc qu'est venue la fonction, enfin la fonction il y en avait un peu avant, mais surtout le nom de Torjman et de Truchement. Et je reviens à Gargantua. Parce que cette lettre de Gargantua à son fils, donc il lui dit, je veux que tu apprennes 5 langues, hein, le grec, le latin, l'hébreu, le chaldéen, enfin c'est l'araméen, hein, et l'arabe. L'arabe est d'ailleurs considéré ici comme une langue morte. Hein, c'est-à-dire que les 4 autres, vous voyez, sont les langues antiques, classiques. Hein, pour les textes sacrés ou pour la culture. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, en 2013, à Paris ou en France, qu'un parent d'élève décide que son gamin ou sa gamine doivent apprendre l'arabe, l'hébreu, le chaldéen, le turc, non pas le turc, le grec et le latin. Hein, on tomberait plutôt sur autre chose. Et d'ailleurs, pour vous le montrer, j'avais fait il y a quelques années, en 2007, une enquête dans toutes les universités de la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Et on demandait aux gens, aux étudiants en l'occurrence, en français ou en portugais selon le département, quelle langue aimeriez-vous plus tard qu'apprennent vos enfants? Et les résultats, ils vont s'afficher. D'abord l'anglais, 82%, puis l'espagnol, 30%,
et enfin le français, 25%. Il faut mettre ça dans un contexte, hein. Nous sommes dans le cadre du Mercosur, ou du Mercosur, ça dépend si on l'appelle en portugais ou en espagnol, c'est-à-dire d'un marché commun du cône sud, dans lequel l'anglais est de toute façon une langue enseignée, et l'espagnol au Brésil est obligatoire, tout comme le portugais en Argentine, en Uruguay et au Paraguay, hein. Donc le français n'a pas une si mauvaise place que ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est la comparaison de ces résultats-là avec Gargantua. Hein, vous voyez qu'à chaque époque, finalement, correspondent des langues qui ont un certain poids, une certaine importance dans la tête des gens. Et c'est donc de ceci que je voudrais partir pour me demander avec vous comment pouvons-nous mesurer l'importance relative des langues. Je dis relative parce que c'est par rapport à d'autres langues qu'il faut mesurer l'importance d'une langue. Et je vais juste, avant de rentrer dans mon baromètre, vous en donner un exemple. Entre 1930 et 1990, donc à 60 ans, au Mexique, le nombre des locuteurs des langues indiennes est passé, donc essentiellement l'aztèque et le maya, mais il n'y a pas que ça, est passé de 2 millions à 5 millions. Donc on peut se dire, c'est merveilleux, on parle toujours de langues menacées, et voilà qu'au Mexique, en 60 ans, le nombre de locuteurs des langues indiennes a été multiplié par 2,5. Oui, mais l'ennui, c'est que dans le même temps, la population du pays est passée de 14 à 70 millions. Et que donc le pourcentage de locuteurs des langues indiennes a été divisé par 2. Est passé de 15% à 7%. Vous voyez que selon le point de vue, on n'a pas tout à fait le même résultat. On peut applaudir le fait qu'il y ait 2,5 fois plus de locuteurs du maya et de l'aztèque, mais en même temps, on peut regretter que le pourcentage de la population ait été divisé par 2. Et c'est donc ceci qui va me faire maintenant démarrer sur la chose suivante. Classer les langues du monde, cela dépend d'abord du point de vue que l'on adopte. Je vais vous donner une première direction. Selon le nombre de locuteurs, voici le classement des 20 premières langues du monde. Locuteurs langue première, hein. Alors vous avez le mandarin. Oui, j'ai mis mandarin et non pas chinois parce que l'appellation chinoise est ambiguë. Il y a 7 chinois différents. À ma gauche, on ne parle pas le putonghua, on parle le minnan, qui est le chinois de Taïwan. Et donc la langue officielle chinoise, celle qui est prise en compte ici, s'appelle le putonghua. Hein, mot à mot, la langue d'unification, c'est ça, hein. Donc derrière l'espagnol, qui est plus parlé que l'anglais comme langue première, encore une fois, et puis vous voyez, l'arabe pose un problème aussi, hein, parce que les arabes, ce qu'on appelle dialectaux, enfin, ne sont pas la même chose que les arabes officiels. Bon, là, on a pris l'arabe officiel, l'arabe standard. Hindi, bengali, on ne pense pas toujours à ces langues indiennes, hein, dans les premières langues. Vous voyez que le français est assez loin, hein, 15e. OK, c'est une classification. Maintenant, si je me demande quelles sont parmi les langues du monde celles qui sont officielles dans le plus grand nombre de pays, eh bien, j'obtiens un deuxième classement. J'ai mis entre parenthèses le nombre de pays dans lesquels ces langues étaient officielles. L'anglais est officiel dans 63 pays, le français dans 36, arabe et espagnol 21, vous voyez, le portugais 8, allemand, etc. Bon. Après, à partir de 3, c'est plus la peine de les classer, il y en a beaucoup trop, hein, 2. Vous voyez que ce n'est pas la même chose du tout, mais je peux aussi imaginer notre façon de classer ces langues. Par exemple, combien y a-t-il d'articles dans les langues sur Internet dans Wikipédia? Et vous voyez que là, j'ai l'anglais en 1, enfin, vous savez lire. Hein. C'est plus du tout le même classement que tout à l'heure. Enfin, puisque je parle devant les interprètes, là, j'ai pris en fait les traductions. Vous savez qu'il y a sur le site de l'UNESCO, là où nous sommes, un sous-site, si je puis dire, qui s'appelle l'Index Translationum, et que sur ce site, vous avez toutes les données cumulées pour les traductions de toutes les langues du monde depuis 50 ans. Et que vous avez aussi un modèle expert, vous pouvez rentrer dedans et faire vos propres classements. Donc voici par exemple
les langues dont on traduit le plus. Il s'agit bien de traduction, hein, langue écrite, bien entendu, mais tous les types de traduction, qu'il s'agisse aussi bien de littérature que de religion, que de mathématiques, de tout. Bon. Donc anglais, français, allemand, russe, italien, etc. Voici les langues dont on traduit le plus. Donc c'était juste 4 exemples pour vous présenter le travail que nous avons fait, donc ce baromètre des langues du monde, pour lequel nous avons sélectionné 11 facteurs. Là, il y en avait 4. Il y a donc 11 facteurs, le premier étant le nombre de locuteurs, c'est clair, langue première. J'insiste sur langue première, parce que ce qui fait la force d'une langue comme l'anglais, par exemple, c'est le nombre de locuteurs langue seconde. Mais il faut aussi en tenir compte. Donc, c'est pourquoi le deuxième facteur, c'est la véhicularité. Une langue véhiculaire, enfin, je suppose que tout le monde le sait, mais enfin, c'est la langue que l'on utilise pour parler avec des gens qui n'ont pas la même première langue que la vôtre. Ici, Iketnunk, le français est pour nous langue véhiculaire, puisque je suppose que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le français pour langue première. Donc, deuxième facteur, langue véhiculaire. Troisième facteur, le statut. Donc, langue officielle, langue nationale, langue régionale, parce qu'il y a des pays fédéraux, par exemple l'Inde, dans lequel vous avez des langues qui ont un statut régional, ou de l'État, si vous voulez, et non pas de la fédération. Le nombre d'articles dans Wikipédia, on l'a vu. Le facteur suivant, ce sont les prix littéraires internationaux. Alors, dans la première version du baromètre, nous avions pris le prix Nobel de littérature. Les prix Nobel s'adressent à une langue et pas à un pays, bien entendu. Mais nous nous sommes rendus compte que le prix Nobel de littérature était une vision occidentale de la littérature mondiale. Il n'y a qu'un seul prix Nobel pour l'arabe, c'est un prix Nobel Mahfouz, un Égyptien. Il y avait à l'époque un seul prix Nobel pour le chinois, Cao, et en plus c'était un Chinois qui avait un passeport français. Donc nous avons fait un facteur composite en prenant en compte tous les prix littéraires internationaux. Bon, ça c'est de la magouille statistique. Le point suivant, c'est l'entropie, je vais y revenir parce que là c'est plus compliqué. Ensuite, nous avons le taux de fécondité des populations qui parlent des langues, parce que ce facteur nous donne une idée de l'avenir d'une langue. Pour vous donner 2 exemples faciles à comprendre, le Japon et l'Allemagne, enfin l'Allemagne et l'Autriche d'ailleurs, les deux ensemble, sont des pays dans lesquels la reproduction de la population est nulle. Ça approche de 0, le taux de fécondité. Et donc ça peut poser des problèmes sur l'avenir de la langue japonaise, par exemple. La langue allemande un peu moins, parce que l'Allemagne a une tradition de migration, des gens viennent travailler, et donc il y a des Turcs, par exemple, qui apprennent l'allemand. Alors justement, j'ai vu, elle est dans la salle, j'ai entendu une conférence récemment de quelqu'un qui parlait du Japon, et qui disait, quand on demande aux prévisionnistes japonais, mais comment vous allez faire, puisqu'il n'y aura plus de main-d'œuvre s'il n'y a pas d'enfants au Japon, la réponse c'est, il reste les femmes, et les robots. Belle vision des choses. Bon. Donc, le taux de fécondité, c'est important pour l'avenir d'une langue. Et puis, évidemment, l'indice de développement humain, qui lui-même est un indice composite que vous connaissez, international, qui nous donne une idée de la richesse des populations. Ensuite, le taux de pénétration d'Internet, c'est-à-dire le pourcentage d'une population qui a accès à Internet, les traductions cibles et les traductions sources. Voilà donc 11 facteurs. Et pour faire un travail scientifique, je veux dire, pour pouvoir être critiqué sur les chiffres que nous utilisons, nous avons des sources que nous ne changeons pas. Par exemple, il s'affiche là, vous voyez, bon, il y a des sources internationales, des données, et tous nos facteurs sont calculés à partir de ces sources-là. Tout ça, je le résume, mais si vous allez sur le site dont tout à l'heure je vous donnerai l'adresse, vous aurez plusieurs pages d'explications pour chacun des facteurs, si ça vous intéresse. Simplement, je voulais juste développer un point, c'est l'entropie, vous voyez, un des facteurs que j'ai annoncé. Ne vous affolez pas à propos de l'équation qui est en tête. L'entropie, c'est une mesure du désordre qui, historiquement, a été créée il y a 70 ans en thermodynamique.
et qui ensuite a été utilisé en théorie de l'information. Donc ça a été détourné de la thermodynamique vers la théorie de l'information, et ici nous l'utilisons pour mesurer la dispersion des langues. Il ne s'agit pas du nombre de pays dans lesquels une langue est parlée, est officielle, je veux dire, mais le nombre de pays dans lesquels elle est effectivement parlée. C'est un facteur qui, pour nous, a l'avantage de mettre un peu en valeur, de donner un peu de poids aux langues de diaspora. Des langues comme le romani, par exemple, la langue des Roms, enfin, ou des Gitans, ou comme l'arménien. Il y a des langues qui n'ont pas beaucoup de statut, mais qui sont diffusées un peu partout. Alors, là, nous l'appliquons donc aux langues, et vous voyez ce qui s'affiche. D'une part, on a inventé une langue, la première, là, qui serait parlée essentiellement dans un seul pays, 98% des locuteurs dans un pays et 2% dans un autre. Son entropie serait de 0,098. Maintenant, deuxième simulation, une langue qui serait parlée à égalité dans 3 pays différents, 33%, 33%, 34%, son entropie serait de 1,9. Et puis on a calculé l'entropie réelle de 4 langues, réelles donc. Le marathi, qui est une langue de l'Inde et qui n'est parlée pratiquement qu'en Inde. L'amharique, qui est une langue d'Éthiopie et qui n'est pratiquement parlée qu'en Éthiopie. L'espagnol et l'arabe. Et vous voyez que les entropies respectives de ces 4 langues sont très différentes. Sur tout cela, donc, vous pouvez aller sur ce site. Oui, vous voyez s'afficher le prénom plutôt, de l'autre concepteur, c'est mon frère, que j'ai mis au turbin. Je suis un peu esclavagiste, qui lui est de formation, enfin est docteur sciences et ingénieur et statisticien. Donc vous pouvez aller sur ce site-là, mais tout bêtement en tapant baromètre Calvé des langues sur Google, vous y tombez directement aussi. Il est abrité, comme vous le voyez là, par le site du ministère de la Culture, par la DGLF-LF, et vous y trouverez toutes les explications. Je vais juste vous donner la classification actuelle des 20 premières langues du monde. Alors, il faut que je m'explique. Il y a donc 11 facteurs. Pour chacun de ces facteurs, les langues du monde ont une valeur qui va de 0 à 1. Donc, si une langue était première partout, elle aurait 11. C'est le chiffre entre parenthèses. Si une langue était dernière partout, elle aurait 0. Donc, ce que vous voyez entre parenthèses, c'est par exemple l'avancée, l'avance de l'anglais, 9,062, le fait que espagnol et français soient dans un mouchoir de poche. D'ailleurs, on a fait 2 baromètres, un en 2010, l'autre en 2012. En 2010, le français était deuxième, et ils viennent juste de passer derrière l'espagnol. Et puis derrière, vous voyez, l'allemand, le russe, et beaucoup plus loin, le catalan ou le tchèque. Ça, c'est ce qui s'affiche quand vous arrivez sur notre site. Mais s'affiche également ceci. Alors ça devient plus intéressant parce que vous avez tous les facteurs qui sont là. Parenthèse, c'est en cliquant sur ces facteurs que vous aurez toutes les explications sur la façon dont nous avons travaillé. Mais surtout, vous avez les curseurs qui vous permettent, pour chacun des facteurs, ils sont tous à 1 par défaut, si vous voulez, mais on peut changer leur valeur relative, y compris même les mettre à 0. Vous prenez avec votre souris les curseurs, vous mettez ce que vous voulez. Au fur et à mesure que vous changez, dans la case blanche à droite, ici, là vous avez 1, vous allez voir apparaître où vous en êtes, 0,45, 0,30, 0,70. Bon. Et puis vous cliquez sur recalculer et s'affiche un nouveau classement qui est le vôtre. Vous pouvez dire par exemple, ce facteur ne m'intéresse pas, je le mets à 0. Vous le mettez à 0, vous faites recalculer et la machine vous donne un nouveau classement. Bon, vous allez me dire, Bettina va me dire depuis combien de temps je parle. Bon, on va faire vite alors. Vous allez me dire à quoi ça sert, quelle utilisation. Et essentiellement à comprendre les rapports entre les langues, mais aussi ce site se veut une aide à la décision en matière de politique linguistique. Alors d'abord, comment ça marche pour les langues? Pour ma voisine de gauche, j'ai pris le portugais. Le portugais, dans notre classement, est actuellement 9e. 9e en laissant tous les paramètres à 1, bien sûr. Mais si je regarde comment le portugais se
comporte face aux différents facteurs, j'ai ceci. Je vois qu'il est en 6e position du point de vue du nombre de locuteurs, en 4e du point de vue du statut officiel, en 510e position du point de vue de la fécondité. Je ne sais pas ce que les lusophones font la nuit, mais bon. Donc, il ne faut pas rire, c'est vulgaire ce que j'ai dit, enfin bon, sale gosse. La question que je voulais me poser, c'est imaginons que un pays, enfin le Brésil, parce que c'est le seul pays lusophone de poids, hein, le Portugal est un petit pays comparé au nombre d'habitants du Brésil. Imaginons que le Brésil se demande, est-ce que nous pouvons améliorer le statut de notre langue sur le plan international? Quels sont les facteurs sur lesquels on pourrait intervenir? Ben, on peut, par un plan Internet dans les écoles, si vous voulez, hein, en donnant à tout le monde des ordinateurs, améliorer la présence de la langue sur Internet. On peut aussi, vous savez qu'en France, il y a le CNL, le Centre national des lettres, hein, qui donne des aides à la traduction. On peut imaginer qu'on aide à la traduction à partir du portugais ou des brésiliens. On peut aussi, parce que Wikipédia, n'importe qui peut intervenir sur Wikipédia et faire des articles, on peut imaginer que des militants fassent de plus en plus d'articles dans leur langue. Ça se voit tous les jours, hein, pour les langues africaines. Il y a des langues qui montent sur Wikipédia, ou alors le tibétain. Actuellement, il y a plus d'1 millier d'articles en tibétain sur Wikipédia, alors que les Chinois font la chasse à la présence du tibétain. Donc voilà, si vous voulez, une direction intéressante. Une autre direction, imaginons que nous inventions un nouveau logiciel et que nous demandions en quelle langue il conviendrait de le vendre, de le préparer, si vous voulez, hein, quelle langue au pluriel, hein, pour avoir le plus grand nombre de chances de trouver des acheteurs. On pourrait se dire, sur les 11 facteurs du baromètre, il y en a 3 qui nous intéressent, nombre de locuteurs, Wikipédia et pénétration Internet. Et je mets les autres facteurs à 0. Deuxième simulation, imaginons que je veuille créer une radio internationale qui va donc émettre en plusieurs langues. En quelle langue faut-il émettre pour toucher le plus grand nombre de gens? On peut se dire que, évidemment, le nombre de locuteurs est toujours intéressant, le nombre de pays dans lesquels ces langues sont officielles et leur entropie. Et j'obtiens 2 classements à la demande. Vous voyez en bleu s'afficher le classement langue officielle. On le lit? Oui. Ça serait le classement logiciel, excusez-moi. Si on veut lancer un logiciel et le vendre, il vaut mieux le faire en anglais, français, japonais, mandarin, allemand, etc. En revanche, la radio, vous voyez l'arabe qui monte, hein, qui était absent tout à l'heure. Les arabophones sont peu sur Internet, et quand ils y sont souvent en anglais, alors qu'ils écoutent beaucoup la radio. Donc voilà, c'est un petit exemple, si vous voulez, d'utilisation de ce baromètre. On a aussi travaillé sur des régions. Par exemple, on vient de faire pour l'OIF un baromètre des langues africaines. Là, il y en a 1800. Hein. On pourrait imaginer de faire un baromètre des langues de France. Les langues régionales, les langues de migrants, les langues sans territoire, etc. Il y a quelques années, j'étais allé en Australie pour un congrès de la FIPF, la Fédération internationale des professeurs de français. Et j'avais fait pour eux, j'avais fait une conférence là-bas, il y avait 21 pays qui s'affichent là, et on avait fait pour eux un classement régional, je vais tout de suite finir, non, 5 minutes ça. Voilà ce que ça donnait. Vous avez à gauche le classement régional de l'ASEAN, si vous voulez, en gros, hein. À droite, le classement international. L'Australie, qui a bien sûr l'anglais pour langue officielle, a le choix entre, à gauche, les langues de la région, japonais, mandarin, coréen, minnan, malais, et à droite, les langues de l'État. Si le ministère de l'Éducation nationale se posait les questions « quelle langue proposer à l'école ou à l'université ?», vous avez des éléments de choix. J'accélère un peu pour en venir à ceci. Parce que pour venir chez vous, je ne voulais pas venir sans biscuits, si je puis dire, et donc nous avons comparé un peu ce qu'il y avait dans notre baromètre et ce qu'il y avait sur le site de votre association. Et ici, le premier tableau, c'est une comparaison entre les 36 premières langues du baromètre et les interprètes chez vous en langue A et en langue B. La couleur rouge indique le classement AIC inférieur
au classement du baromètre, et le bleu, l'inverse. Par exemple, le norvégien est 13e dans le baromètre, mais 25e et 26e chez vous. Hein, le nombre d'interprètes A et B. Vous voyez comment ça fonctionne? Encore une fois, je vous laisse ce tableau. Hein, vous le pourrez. Deuxième tableau, les corrélations. Corrélation est un mot qui n'est pas trop sauvage. Hein. Les corrélations entre notre baromètre, d'une part globalement, et puis facteur par facteur, et le nombre d'interprètes de votre association. Et on voit que le seul facteur avec lequel il y ait réellement corrélation, le maximum c'est 1, hein, le taux de corrélation c'est entre 0 et 1. Vous avez un taux de 0,9 à la fois langue A et langue B avec notre facteur statut. C'est-à-dire que vous interprétez essentiellement des langues officielles, des langues qui sont officielles dans les pays. Vous me direz, ce n'est pas surprenant. Hein, il est assez évident que dans des conférences, on trouve... Mais cependant, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup dans vos membres, vous n'avez pas beaucoup de gens qui traduisent des langues qui ne soient pas officielles. Le troisième tableau, c'est l'avant-dernier, c'est les rapports entre l'index translationum, hein, c'est-à-dire justement les traductions écrites selon les données de l'UNESCO, et langue B dans votre association. Je cherche, oui, voilà. En vert, vous avez les langues qui sont mieux classées par la IIC, et en rouge, les langues qui sont bien classées. En gros, si vous voulez, je vous le résume, certaines langues sont plus interprétées à l'oral que traduites à l'écrit, c'est l'espagnol, le mandarin, l'arabe et le portugais. Plus interprétées à l'oral que traduites à l'écrit. Et enfin, la même chose, mais pour les langues A. Bon, donc voilà, il me reste 1 minute. Voilà ce que je voulais vous présenter. Je vous conseille, si ça vous a paru intéressant, d'aller voir le site. Il y aura beaucoup plus de choses. Et je vais vous quitter. D'abord, je vais vous féliciter pour votre anniversaire. Alors, par la bêche, pour elle. Mabrouk, pour ceux qui parlent arabe. Et en anglais, voilà, salut.